comme pour chaque visioconférence, je fais une petite présentation qui permet de faire arriver toutes les personnes qui étaient en salle d'attente. Je vous remercie déjà pour votre présence un mercredi matin à 10 heures pour parler d'un sujet qui est pour nous très important avec Madame le professeur Micheline Misrahi. Je vous remercie aussi à vous d'être présente un mercredi matin. Donc voilà, je disais que c'est un sujet qui est très important pour notre association et ça fait bien trois ans au moins qu'on en discute très régulièrement toutes les deux. Donc c'est l'approche génétique pour une meilleure compréhension des infertilités et là notamment ce matin, précisément l'insuffisance ovarienne précoce et la génétique. Donc il y a un sujet dont on entend pas beaucoup parler, voire pas du tout parler. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de pouvoir vous laisser la parole, Madame Misrahi. Je vous fais une petite présentation. Donc, vous êtes professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes aussi membre de l'Académie européenne des sciences et vous êtes référente nationale donc en France pour les infertilités génétiques et notamment l'insuffisance ovarienne précoce ou prématurée. Et vous allez nous définir tout ça. Pour les personnes qui se connectent, c'est comme d'habitude. Vous pouvez poser des questions à l'écrit. Une fois que Madame Israël aura fait sa présentation, ou s'il y a des questions vraiment auxquelles on peut répondre au cours de la présentation, on y répondra. Et voilà, Madame Israël, je vous laisse peut-être dans un premier temps nous définir ce que c'est que l'insuffisance ovarienne précoce. Alors, des fois, on dit précoce, des fois, on dit primaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, bien sûr. Donc, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous pour parler de ce point important. Donc, l'insuffisance ovarienne, que moi j'appelle primitive, donc c'est tout simplement l'arrêt des fonctions ovariennes. Donc, ça se définit très simplement par deux choses simplement. C'est des troubles des règles, mais qui sont importants, c'est-à-dire soit un arrêt des règles, soit un espacement très important qu'on appelle spanioménorrhée sur une période de plus de 4 mois et une EFSH, donc l'hormone qui stimule la croissance des follicules, qui est élevée, supérieure à 25. On met un seuil à 25. Donc, on dit insuffisance ovarienne primitive parce que ça veut dire que la cause est primitivement une cause ovarienne. Le défaut de fonction, en fait, c'est un défaut ovarien. Mais il y en a qui l'appellent insuffisance ovarienne précoce. Voilà. Et ça, c'est donc chez une femme qui a moins de 40 ans. La limite, donc, c'est un âge de 40 ans. Donc ça, c'est une définition qui a été donnée par les CHRE, qui est la Société européenne donc de reproduction. Et donc, les causes, donc cette insuffisance ovarienne primitive, sa fréquence, sa prévalence, eh bien, on pensait que c'était 1% avant 40 ans, et maintenant on sait que ça peut atteindre jusqu'à 4% des femmes avant 40 ans, donc c'est quand même relativement fréquent. Et donc, on peut dire que c'est vraiment un problème de santé publique. Un problème de santé publique, c'est un problème qui touche une partie importante de la population. Et donc, voilà, qu'il faut vraiment prendre en compte de façon urgente. Et comment on le diagnostique? Et à quel âge on le diagnostique finalement? Je vous ai dit que c'était avant 40 ans. Donc, Mhm. la ménopause normale, vous savez qu'il y a une variation très importante. La ménopause physiologique normale, eh bien, elle va de 45 jusqu'à 59, 60 ans. Donc, c'est très, très large. De 40 à 45 ans, finalement, on dit que c'est une ménopause précoce. Et l'insuffisance ovarienne primitive, c'est avant 40 ans, hein. Donc avant l'âge de 40 ans. Et le diagnostic se fait à l'interrogatoire sur cet arrêt des règles, un espacement très important des règles, et cette FSH, donc, qu'on va doser et qui est élevé. Et ça n'a rien à voir avec la réserve ovarienne, c'est-à-dire le stock de follicules qui reste dans les ovaires. Et avant, quand on voyait une femme avec un arrêt des règles, on lui disait tout de suite, Madame, vous êtes ménopausée. Eh bien non,
on s'est aperçu qu'il y a des femmes qui n'ont plus de règles et qui ont un stock très important de follicules dans les ovaires. Et donc, finalement, la première chose, la première question qu'on se pose, finalement, quand on voit une femme qui a une insuffisance ovarienne primitive, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, elle a un stock de follicules dans les ovaires? Parce que s'il lui reste des follicules, eh bien, il faudra les préserver. Alors, vous parlez de l'âge limite haut, on va dire, mais est-ce qu'il y a un âge limite, je ne sais pas, au moment de la puberté ou justement de la puberté qui n'arrive pas, qui permet aussi de fixer un diagnostic à un âge, bah voilà, moment de la puberté. Bien sûr. Donc, il peut y avoir des insuffisances ovariennes primaires, et à ce moment-là, il n'y a pas de puberté, d'accord? Donc, ou un retard pubertaire, ou une petite puberté, il peut y avoir un épisode de menstruation, et puis ça s'arrête. Mhm. Ou alors, c'est une insuffisance ovarienne secondaire, c'est des femmes qui ont eu des règles, qui ont même eu des enfants, et puis ça se déclenche dans un second temps. Alors, souvent on dit aux femmes qui sont en insuffisance ovarienne primaire, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est un espèce de... Voilà, hein, il n'y a rien à faire, ou alors la solution, c'est le don d'ovocytes. Donc, vous dites qu'il y a des choses à faire. Donc, les choses à faire, c'est déjà de pouvoir évaluer ce fameux stock d'ovocytes, parce il y a bien une différence entre l'insuffisance ovarienne et avoir ou pas du stock. Et c'est pas forcément corrélé. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de comprendre. Il faut essayer, en 2023, de donner aux patientes finalement la possibilité d'avoir toutes les explorations les plus modernes pour comprendre la cause. On ne peut plus, et ça c'est valable pour n'importe quelle pathologie de la fertilité, que ce soit une insuffisance ovarienne, une diminution de réserve ovarienne, une infertilité qu'on appelle inexpliquée, et c'est quand même très fréquent. On ne peut plus leur dire, bon, ben voilà, vous avez ça et on ne comprend pas sans avoir vraiment utilisé toutes les méthodes diagnostiques. Alors, ces méthodes diagnostiques, bon, bah, vous les connaissez, hein, finalement, il n'y en a pas tellement. Hein, donc, il y a les dosages hormonaux, Mm. il y a l'échographie ou l'IRM des ovaires, et puis l'interrogatoire, l'examen clinique, bien entendu. Et puis, voilà, donc l'arsenal diagnostique, finalement, il est relativement limité. Et puis, disons, depuis environ une dizaine d'années, mais plutôt les 5 dernières années, il y a un nouvel outil diagnostique qui s'est développé, qui est la génétique. C'est-à-dire que la génétique, elle ne va pas étudier les signes comme le font la radiologie ou les dosages hormonaux qui montrent, voilà, les dosages, ils sont élevés, mais on ne sait pas pourquoi. La radiologie, les ovaires, ils sont gros, petits, il y a des follicules, il n'y en a pas. Non, la génétique, l'intérêt, c'est qu'elle va aller directement à la cause. C'est comme si vous voulez, si on lisait directement dans un livre, hein, parce que l'ADN, finalement, une suite, une chaîne faite de 4 bases ATGC. Donc, c'est comme un livre, il y a des phrases qui sont écrites. Et puis, soudain, il y a une faute d'orthographe. Donc, il y a une base qui a changé. Et puis, ce mot ne veut plus rien dire. Donc, toute la phrase ne veut plus rien dire. Et donc, ça veut dire qu'il y aura une commande dans le verbe qui va plus fonctionner. Et l'intérêt de la génétique, c'est qu'elle va nous dire c'est cette commande-là qui ne marche plus. Tout le reste marche très bien, mais du fait de ce blocage ici, voilà, les follicules n'arrivent plus à grandir, à croître. Il y a un blocage de la croissance folliculaire. Ou alors, le stock folliculaire ne s'est pas établi pendant la vie anténatale, donc ce qui est une situation plus sévère. Ou alors, il y a d'autres phénomènes qui, par exemple, un défaut énergétique, il y a des trucs des mitochondries, hein, qui sont des petites usines énergétiques, et la croissance des follicules consomme énormément d'énergie. Et donc voilà, il n'y a plus de production d'énergie pour ces ovocytes, ces follicules, qui fait que bon, il y a un blocage et ne fonctionne plus. Donc l'intérêt de la génétique, c'est qu'elle nous donne directement la cause. Et il est évident que, en fonction de la cause, on va pouvoir évoquer différentes situations, on va pouvoir conseiller les patients et en particulier, effectivement, évaluer ce stock de follicules.
vous comprenez bien que si la génétique nous donne des arguments pour dire, voilà, il n'y a pas eu de stock qui a été formé d'ovocytes voilà, pendant la vie natale, on saura effectivement voilà, que le pronostic n'est pas bon. Hein. Il faut savoir que l'échographie ne détecte que des gros follicules qui ont plus de 1-2 mm. Et donc, la réserve ovarienne, c'est des ovocytes qui sont micro petits, de la taille du micron. Donc, c'est pas l'échographie qui va nous donner une idée de la réserve ovarienne. Et le dosage hormonal d'une hormone qu'on appelle hormone anti-mullérienne, c'est pareil. Cet AMH ne détecte aussi que les follicules en croissance. Donc, il n'y a aucun moyen, aucun, à l'heure actuelle, de pouvoir évaluer cette réserve ovarienne. Par contre, la génétique peut nous dire, voilà, ce gène était impliqué dans l'établissement de la réserve ovarienne et ne fonctionne plus. Donc, on sait que, voilà, il y a eu un défaut majeur pour l'établissement de la réserve ovarienne. Ou bien ce gène n'a rien à voir avec l'établissement de la réserve ovarienne, mais il bloque la croissance des follicules. Alors, s'il bloque la croissance des follicules, c'est qu'il y en a des follicules, mais ils sont bloqués dans leur croissance. Donc, vous voyez que la génétique, par déduction, permet de savoir s'il y a des tout petits follicules dans les ovaires qui sont indétectables par les autres techniques. Et ça, c'est important parce que il va falloir, s'il y en a, si la génétique permet de supposer qu'il y a des follicules, il va falloir faire ce qu'on appelle une préservation de la fertilité, c'est-à-dire congeler des fragments d'ovaires où il y a ces précieux follicules, parce que sinon, in vivo, à l'intérieur de l'organisme, eh bien, ils vont se dégrader et se dégrader très rapidement. Donc, ça veut dire que ça, c'est vraiment une chose qui est très importante à savoir. Et pourquoi c'est important de les conserver, de les préserver? Parce que il y a des techniques qui se développent dans le monde actuellement qui ne sont pas encore accessibles pour la routine, mais qui se développent, qui vont permettre de favoriser la croissance de ces tout petits follicules, donc à un stade très précoce, in vitro. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même les préserver de façon urgente avant qu'ils se dégradent. Mais je dirais que c'est la même chose pour l'infertilité masculine. Vous savez bien que si un homme a une infertilité masculine avec une azoospermie, c'est-à-dire pas du tout de sperme dans l'éjaculat, Mm. la première chose qu'il se pose comme question, c'est est-ce qu'il y a des spermatozoïdes dans le testicule? C'est quand même la première question. Et si on suppose qu'il y en a, on va les chercher chirurgicalement et ensuite on va éventuellement les congeler ou les utiliser dans une technique de fécondation in vitro. Donc c'est exactement la même chose qui doit être faite, je pense, pour les femmes. Et donc pour ça, il faut utiliser tous les outils qui nous permettent de prédire cette situation. Donc voilà, donc la génétique va nous permettre d'identifier. Et à l'heure actuelle, il y a une centaine de gènes, donc une centaine de causes différentes qui ont été identifiées et qui entraînent donc des troubles dans tous les mécanismes que j'ai évoqués. Donc vous voyez, c'est des mécanismes qui sont extrêmement différents. Alors, vous avez récemment publié une étude qui montrait que dans certaines situations, on pouvait donc restaurer la fertilité. En tous les cas, pas restaurer la fertilité. Je m'emballe, mais restaurer un fonctionnement euh, une- des follicules. Donc, ça montre ça aussi, c'est-à-dire que ça redonne une forme d'espoir finalement, là où aujourd'hui, il n'y en a pas, puisqu'aujourd'hui, on dit aux femmes, il n'y a pas de solution. Donc, soit il faut se tourner vers le don, soit il faut se tourner vers l'adoption. Donc là, finalement, l'utilisation de la génétique permet d'affiner le diagnostic dans un premier temps et les propositions de prise en charge qui sont quand même possibles. Alors, moi, je ne travaille pas sur les aspects de traitement, mais donc sur les aspects de diagnostic. Euh, ce que l'étude qu'on a fait a montré effectivement
que lorsqu'on a pris une population de 370 femmes, mais c'est donc une collaboration internationale, qui avait une insuffisance ovarienne. Et on a montré là-dessus qu'il y a presque 30% de causes génétiques. C'est-à-dire que chez ces femmes à qui on disait, bon, ben, on ne sait pas, il n'y a pas de cause iatrogène, il n'y a pas de cause infectieuse, virale, il n'y a pas de cause auto-immune, bien qu'il y ait des gènes aussi d'auto-immunité, etc. Eh bien, on leur disait, on ne sait pas. Bon. Eh bien, nous, on a montré que dans ces cas-là, il y a 30% de causes génétiques. Donc, c'est quand même une proportion qui est très importante. Et dans ces 30% de causes génétiques, il y a 60% des patients où on peut prédire qu'elles ont une réserve ovarienne. Donc, c'est absolument énorme. Et ces 60% de femmes ne sont pas ménopausées. Et donc, ce que j'ai dit, c'est il y a d'autres équipes dans le monde, qu'on a, mais qui développent ce type de traitement qu'on appelle, par exemple, réveil de follicules dormants. Vous voyez, c'est assez joli. C'est-à-dire que ces femmes, elles ont des follicules dormants dans les ovaires, tout petits, et évidemment, qu'on ne peut pas voir ni par l'échographie, ni par les dosages hormonaux, et voilà, et qui ne peuvent que se dégrader, donc, dans l'organisme. Et donc, ces techniques, à partir des fragments ovariens, en manipulant un certain nombre de voies de signalisation, de commandes, eh bien, elles permettent de réactiver la croissance de ces follicules. Et ensuite, une fois qu'on a réactivé cette croissance, on peut réimplanter ces fragments ovariens chez la femme et des grossesses ont été obtenues. Donc, les pourcentages sont très variables dans le monde, hein, ça varie de 5 à 20%. Donc, 5, c'est pas beaucoup significatif. 20, ça l'est quand même très significatif. Donc, ça veut dire que c'est encore une voie de recherche, mais c'est une voie de recherche qui montre la possibilité quand même d'envisager de nouveaux traitements. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument savoir s'il y a cette politique dans les ovaires et ensuite il faut suivre donc l'évolution de ces nouveaux traitements. Alors, grossesse et insuffisance ovarienne, vous savez que quand on a une insuffisance ovarienne, pas de règle, hein, eh bien, il y a 20% des femmes qui vont récupérer une fonction ovarienne, hein. Et il y en a environ 5% qui peuvent même avoir des grossesses spontanées. D'accord? Donc, là encore, il faut prévenir les patientes, hein, parce que si elles veulent pas de grossesse, il faut leur donner quand même une contraception. Donc, ce chiffre de 5%, eh bien, nous, on suppose, mais c'est des études qui doivent être faites dans le futur, que ça correspond à des femmes qui ont des causes génétiques bien particulières qui n'altèrent pas, évidemment, l'établissement de la réserve ovarienne. Donc, ça veut dire que si on étudie une proportion importante de ces femmes et qu'on ensuite on peut les catégoriser en fonction de la cause génétique, on pourra dire à des femmes qui ont par exemple des anomalies de croissance folliculaire, vous avez tant de pourcentage de chances d'avoir des grossesses spontanées et ce chiffre sera supérieur à 5%, puisque 5% c'est un chiffre global. Donc, pour conseiller les femmes, il est très important de connaître la cause. Parce que pour pouvoir agir dans n'importe quel sens, que ce soit conseillé, traité, il faut connaître la cause, mais c'est comme pour toutes les pathologies. Donc, je crois qu'il faut proposer donc ces nouveaux outils et il faut donc savoir les utiliser pour aller donc vers un conseil qui soit ce que j'appelle une médecine personnalisée et également une thérapeutique qui soit personnalisée. Alors justement, en France, on a quand même la possibilité de faire de la génétique pour l'IOP, mais c'est quelque chose qui est assez peu connu. Les cliniciens de l'AMP orientent assez peu finalement les femmes vers cette approche génétique. Est-ce qu'il y a de votre point de vue, encore une réticence à utiliser la génétique dans le monde de la... Alors là, c'est même pas la reproduction, là, c'est quand même le monde de la santé de la femme, on va dire, si on est sur la première étape, dans le monde de la santé de la femme, alors que la génétique est utilisée dans plein d'autres pathologies. Mais là, étrangement, voilà, il y a... Mais ça- écoute, c'est tout à fait vrai parce que les médecins de la reproduction
ce soit des gynécologues, des médecins de la reproduction, ne sont pas habitués à travailler avec des généticiens. Euh, Ce qui se passe en reproduction est quand même extraordinaire, hein, c'est que la PMA a été développée il y a 40 ans. Donc, on pensait avoir un traitement général pour l'infertilité. Donc, les traitements ont été développés avant la connaissance des causes. Du Mm. coup, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas la peine de connaître les causes, tant pis, de toute façon, on a un traitement. Et puis, 40 ans après, on s'aperçoit que, voilà, si on voit les chiffres nationaux de l'Agence de biomédecine, il y a 30 à 40% de femmes qui ne répondent pas à ce traitement. Donc, il faut un grand retour en arrière et se dire que il faut réfléchir à la cause. On ne peut pas traiter sans connaître la cause. Ça n'existe nulle part en médecine. Dans les autres spécialités, ça n'existe pas. D'abord, on cherche la cause avec tous les moyens existants, y compris la génétique, hein. Et ensuite, une fois qu'on connaît la cause, bah, parfois, évidemment, on ne la connaît pas. Mais on voit qu'avec la génétique, on va augmenter quand même de 30% chez les femmes en insuffisance ovarienne, c'est énorme. Et une fois qu'on connaît la cause, eh bien, il faut vraiment aller vers une médecine personnalisée en fonction de la cause. Alors, pourquoi les médecins de la reproduction ne connaissent pas? À cause, effectivement, du fait qu'ils sont habitués à traiter sans connaître la cause. Et puis, il faut dire que tout ceci n'est pas, ça a été développé surtout les 5 dernières années. Donc, en Mm. France, un peu plus aux États-Unis, c'est plutôt 7, 8, 9 ans. Mais en France, c'est les 5 dernières années. Donc, ça veut dire que c'est très récent et ils n'ont pas été formés. Donc, moi, je suis responsable d'un diplôme d'université, justement, à la faculté de médecine de Paris-Saclay à l'hôpital Bicêtre, qui s'appelle Génétique et reproduction. Et là, on enseigne tous les progrès de la génétique dans tous les domaines de la reproduction, diagnostic, thérapeutique, etc. Et ces progrès sont vraiment énormes. Et on a des médecins de tous âges, des très jeunes, des plus âgés, qui nous disent on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, c'est très important, effectivement, de former les médecins pour qu'ils connaissent tous ces progrès diagnostiques, également les progrès thérapeutiques, pour qu'ils voient aussi l'intérêt de faire ces diagnostics parce qu'on va aller vers de nouveaux traitements. Donc, je dirais que ça, c'est une situation un peu unique parce que dans les autres domaines, on n'a pas développé de traitement avant de connaître les causes. C'était impossible. Donc, les médecins, qu'il s'agisse des neurologues, des cardiologues, etc., quand ils comprennent pas une situation, bien entendu, ils font la génétique avant d'imaginer un traitement possible. Donc, voilà, il faut que les médecins de la reproduction travaillent maintenant en équipe avec des généticiens. Donc, c'est des médecins de la reproduction qui peuvent évidemment prescrire l'étude génétique. Vous savez, c'est fait depuis 25 ans, je dirais, pour un seul gène qui est le gène responsable de l'X fragile, qui s'appelle le gène éphéméral. Donc, il a été identifié il y a 25 ans. Et il est très largement utilisé par tous les médecins de la reproduction parce que ça, ils l'ont appris depuis 25 ans. Et donc, ils prescrivent cette étude du gène éphéméral quand ils voient une insuffisance ovarienne. Mais pourquoi aussi? Parce que ça donne effectivement des insuffisances ovariennes. Et puis, il y a des conséquences parce que ça peut donner justement, X fragile, des retards mentaux dans la famille chez les garçons. Donc, c'est quand même, il y a des conséquences importantes. Donc ça, ils sont habitués. Mais ce gène, voilà, il a été identifié il y a 25 ans. Il est responsable de 3 à 5% de l'insuffisance ovarienne primitive. Et depuis 25 ans, on a identifié une centaine de nouveaux gènes. Et si on rassemble tous ces gènes, eh bien, on a un pourcentage de positivité d'environ 30%. Donc voilà, donc je crois qu'il faut vraiment que les médecins par production comprennent qu'il y a d'autres gènes qui sont tout aussi importants et qui ont, je dirais, aussi des effets, qui peuvent avoir des effets en dehors de la reproduction. Parce que Et c'est ce que j'allais dire. oui, parce que ce qui motive aussi les médecins de la reproduction, c'est qu'ils se disent, oh là là, on ne va pas passer à côté d'un retard mental dans la famille. Mais il y a d'autres gènes qui entraînent aussi, qui peuvent avoir des conséquences sur d'autres organes
Et donc, quand on les détecte, ensuite, on fait un bilan général. Je dirais que l'infertilité, c'est vraiment l'occasion. On voit souvent des femmes jeunes, mais là, c'est des femmes avant 40 ans qui sont jeunes. Donc, c'est l'occasion de faire un bilan général, complet, clinique, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent entraîner aussi des signes cardiaques, des signes neurologiques, parfois même le développement de tumeurs. Hein, donc, un cancer du sein, c'est 10% des femmes, mais c'est fréquent. Ben, il y a des gènes qui favorisent ces tumeurs. Donc, si infertilité et tumeur, ça peut être associé. Donc voilà, donc si on détecte ces gènes, eh bien, on fait un bilan général et on va prévenir ces pathologies associées. Donc, c'est essentiel pour la santé de la femme, je dirais, dans sa globalité. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre aux médecins de la reproduction. Donc, le ministère, par contre, lui, il est persuadé qu'il faut faire cette génétique parce que depuis 2019, effectivement, il a développé un plan qu'on appelle le plan France Médecine Génomique, conscient que maintenant la médecine génomique envahit tous les champs de la médecine et qu'elle envahit également la production. Et l'idée, c'est d'amener au contact de tous les patients, de toutes les villes en France, la possibilité d'avoir accès à cette médecine génomique. Il y a un Mm. peu, hein, c'est vrai. Donc, ils ont fait deux grandes plateformes de séquençage. Et ces plateformes sont gratuites pour les utilisateurs. Et donc, quand on ne comprend pas la cause d'une insuffisance ovarienne, eh bien, le médecin peut envoyer donc, les prélèvements de ces patients sur ces plateformes pour essayer de trouver une cause génétique. Donc, ça, c'est depuis 2019. Moi, j'avais proposé effectivement en 2019 que l'insuffisance ovarienne soit une des priorités de ce plan. Et le ministère m'a suivi. Donc, depuis 2019, l'insuffisance ovarienne est inscrite dans ce plan. Et donc, ça veut dire que le ministère lui-même, c'est très, très fort comme signal. Ça veut dire que le ministère est conscient que l'insuffisance ovarienne est une priorité de génétique diagnostique. Mais le médecin, souvent, ne suit pas. Donc, ça, c'est important d'informer les praticiens, d'informer aussi les patients, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que c'est la même situation chez les hommes. Hein. Il y a des causes communes, hein, des gens qui interviennent dans la méiose, hein, qui est une division très importante pour permettre justement aux cellules germinales voilà, d'avoir un matériel génétique normal. Donc, il y a des gènes qui sont communs aux deux. Et donc, c'est très important aussi que les patients soient informés pour qu'éventuellement, quand ils ne comprennent pas leur cause, et si c'est indiqué, hein, si le praticien ne sait pas parfois, eh bien qu'il demande aussi cet accès à un diagnostic génétique. Voilà. Alors après, il faut évidemment, s'il est positif, il y ait un conseil génétique euh, avec des généticiens, des conseillers en génétique, et donc il faut travailler évidemment en réseau. Ce que je veux dire, c'est que l'étude génétique, elle se fait donc, évidemment sur une simple prise de sang, mais il faut informer les patients de ce que ça veut dire, comment se fait l'analyse, quelles sont les conséquences, etc. Et il faut qu'ils signent un consentement. On ne fera jamais une étude génétique par surprise. Donc, il faut vraiment que le patient soit d'accord, il signe après une information, un consentement pour réaliser cette étude génétique. Et ensuite, on peut revenir effectivement, si on a trouvé la cause, sur la famille. S'il y a une sœur plus jeune, voilà, au moment de la puberté, s'il y a des troubles de la puberté, eh bien, on pourra faire ce test et savoir si oui ou non elle est atteinte ou pas. Et à ce moment-là, envisager éventuellement des mesures préventives, par exemple une prévention de la fertilité, pour éviter la disparition du stock folliculaire, ou au contraire rassurer la fratrie en disant, ben non, finalement, il n'y a rien, il faut attendre un peu plus, et puis c'est tout. Donc, ça peut être extrêmement rassurant. Et je dirais que l'étude génétique, même pour les patients, c'est très rassurant parce qu'elles connaissent enfin la cause. Hein. Sinon, on a l'impression un peu voilà, d'un genre de malédiction où on ne sait pas ce qu'il y a.
toute la famille est angoissée. Et là, souvent, les patients sont très contentes de connaître la cause. Elles savent que tout fonctionne, sauf ce point-là qui fait que le follicule n'arrive pas à croître. Et c'est très important pour les patients de connaître la cause de leur infection. Donc, il y a un aspect psychologique qui est très important, mais il faut que les patients soient bien entourés dans une équipe avec les praticiens gynécologues, les praticiens de la reproduction, hein, éventuellement des médecins de spécialité s'il y a d'autres signes qui sont associés, un généticien pour faire le conseil génétique. Donc maintenant, c'est vraiment un travail en équipe qui doit se faire. Alors c'est vrai que un des arguments qui est souvent avancé par les professionnels, c'est de dire à quoi bon chercher la cause puisqu'on n'a pas de traitement. Mais comme vous l'avez indiqué, et je veux le dire aussi parce que comme on est en relation depuis 3 ans maintenant, euh, les femmes à qui on explique justement une cause, bon, elles savent bien qu'il n'y a pas de traitement, mais ça change la vie, c'est-à-dire ça change la représentation qu'on a au parcours, à notre infertilité, à à notre corps, et connaître cette cause, pour nous, c'est essentiel. Donc c'est pour ça qu'on défend tant qu'on peut cette approche génétique et voilà, mais comme vous le dites, il y a encore du travail à faire. Oui, Alors mais juste, moi, excusez-moi, allez-y. excusez-moi de vous couper, mais je ne comprends pas très bien parce que comment est-ce qu'on peut développer un traitement si on ne connaît pas la cause? C'est vraiment de la génération spontanée. Donc dire ça, c'est méconnaître le fait qu'il faut d'abord connaître la cause et ensuite développer un traitement qui soit adapté à la cause. La génétique s'est développée initialement, vous le savez, sur les maladies neuromusculaires, les myopathies, hein, myopathies du chien, etc. Mais est-ce qu'il y a un traitement? Enfin, maintenant, il y a des traitements qui se développent, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Alors, je veux dire, si toute la génétique était faite en disant on attend le traitement et après on verra la cause, là, on n'aurait jamais fait de progrès. Donc ça, c'est pas un raisonnement. Il faut d'abord en médecine connaître la cause et ensuite, ça permet effectivement de développer des nouveaux traitements, de développer même une nouvelle PMA. Parce que la PMA actuelle, elle est développée sur un seul principe qui est on va stimuler avec des hormones. Ça fait ça, c'est tout. Mais bon, je crois que depuis 40 ans, on a bien montré que, enfin là, je parle plus d'insuffisance ovarienne, je parle par exemple des femmes qui ont une diminution de réserve ovarienne ou qui ont une infertilité dite inexpliquée. Mais on voit bien qu'il y a 30% ou 40% des femmes qui ne répondent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inventer de nouveaux traitements, développer des nouvelles cibles. Voilà. Par exemple, s'il n'y a pas assez d'énergie, eh bien, parce qu'il y a une anomalie mitochondriale, eh bien, il faut pouvoir inventer des traitements qui vont augmenter localement dans l'hiver cette énergie. Parfois, il y a des causes immunitaires, eh bien, parce que l'immunité a un rôle très important dans l'hiver, eh bien, il va falloir justement trouver des médicaments adaptés. Et puis, il y a ce réveil des follicules dormants dont je vous ai parlé, qui est né du fait qu'on a identifié justement une voie qui bloque la croissance des follicules physiologiquement. Parce que vous savez très bien que à la puberté, eh bien, à chaque cycle, il y a un ensemble de follicules, mais très limité, qui va rentrer en croissance dans l'ovaire. Et très limité, et ça c'est normal, parce que si à la puberté, tous les follicules rentrent en croissance en une seule fois, eh bien la jeune fille, elle serait ménopausée au cycle suivant, hein, c'est clair. Donc physiologiquement, il y a un frein, et ce frein, il se développe un tout petit peu à la puberté pour qu'il y ait ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire un ensemble de quelques follicules qui va rentrer en croissance. Alors, on a identifié quel était ce frein, c'est une voie qu'on appelle hypo parce que hippopotame, c'est croissance, etc. Et donc, une fois qu'on a identifié cette voie, eh bien, on a pu agir in vitro en laboratoire dessus pour débloquer la croissance de ces follicules. C'est pour ça que je dis que s'il y a des follicules dans les ovaires de patientes en insuffisance ovarienne, eh bien, on peut, en manipulant cette voie hypo, débloquer cette croissance. Donc, vous voyez bien qu'il faut connaître avant de traiter, ça c'est une évidence en médecine, hein,
Et deuxièmement, il faut identifier des nouvelles cibles parce que la PMA, telle qu'elle est actuellement, elle a rendu des services considérables, mais on voit dans la presse, et il n'y a pas si longtemps, donc les 2 pages du Figaro et en fin d'année dernière, 2 pages entières du Monde, qui nous racontaient les souffrances des femmes, 2 pages entières, hein, quand même, dans ces parcours de PMA très longs, très douloureux pour les femmes et vraiment, on n'avait aucun moyen pour évaluer les pronostics. Alors peut-être que la génétique donnera un pronostic. Ça, c'est très important. Si on pouvait dire à une femme, voilà, vous avez une anomalie de tel mécanisme. Mm. Ce mécanisme vous donne absolument votre chance en PMA classique. Parce que, voilà, il y a tel ou tel type de blocage. Ou non, vous avez une anomalie de ce type qui fait que votre garde ovarienne s'est très mal développée. Donc, les chances sont faibles. Si vous voulez, vous continuez, mais ça sera difficile, etc. Donc, c'est ça quand même qu'il faut essayer, donner des éléments pronostiques pour informer les femmes qui ensuite décident comme elles veulent. Évidemment, elles sont souveraines. Mais voilà. Et ensuite, la génétique permet d'identifier de nouveaux gènes et qu'on ne connaissait pas avant et qui ont un rôle majeur dans la reproduction, dans le verre. Et donc, ces gènes, c'est quoi? C'est des nouvelles cibles. Et maintenant, grâce à la chimie, on va pouvoir développer des médicaments ciblés. Hein, vous savez, c'est la thérapie Mm. ciblée qu'on développe et qui vont agir sur ces nouvelles cibles qui sont identifiées par la génétique. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est les patients qui ont la clé, c'est eux qui vont donner la clé. Quand on les étudie, eh bien, on peut identifier ces nouvelles cibles qui ne fonctionnent plus. Et ensuite, on pourra développer ces thérapies ciblées. Donc, tout ça va en même temps. Vous voyez, avancer dans les diagnostics, ça permet effectivement d'avancer ensuite dans les traitements et d'avancer, ce qui est très important aussi, dans les pronostics, parce que c'est ça aussi qui est assez nouvelle. Quelles sont les chances de, hein, et souvent, on leur dit, mais on ne sait pas, voilà, et il y a une souffrance terrible. Et puis en plus, il y a un coût considérable de la PMA, vous savez, en économie de la santé. Hein, donc, la souffrance des femmes avec des couples, beaucoup de divorces, etc., est considérable. Et puis, il y a un coût énorme. Donc, si on pouvait éviter tout ça, bon, ben, ce serait quand même quelque chose de très important. Alors on y travaille, nous à notre petit niveau, parce qu'à chaque fois qu'on peut, on parle de ce sujet-là, que ce soit aux journalistes, que ce soit aux politiques, aux médecins aussi, mais comme on l'a expliqué, voilà, il y a une espèce de résistance. Alors vous, de votre côté, vous y travaillez aussi, notamment vous avez commencé, il y a un groupe de travail à l'Échereux qui s'est mis en œuvre pour redéfinir de nouvelles recommandations sur l'IOP. Et puis, il y a votre DU que vous avez mis en place depuis 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, je ne sais plus. Voilà, c'est... Et 6 ans, donc vous voyez quand même, dès que ces techniques se sont développées, euh, moi j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait rien en génétique et reproduction au plan national comme enseignement. Et donc, depuis 10 ans, j'ai développé ce DU, ce diplôme d'université génétique et reproduction. Et il y a 50 enseignants qui sont Mhm. experts de toute la France, qui ont répondu oui et qui nous suivent. Il y a un enseignement de génétique, de reproduction et d'éthique. Parce que l'éthique, dès qu'on parle de génétique, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Donc ça, c'est un enseignement national et j'en profite pour remercier tous les responsables de sociétés savantes, tous les experts nationaux et internationaux qui participent à ce délit. Oui, je fais partie donc d'un groupe européen qui, à l'égide de plusieurs sociétés de reproduction européennes, vont redéfinir ce qu'on appelle en anglais les guidelines, c'est-à-dire finalement les lignes de conduite. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une insuffisance ovarienne primitive? Et donc, j'espère, on discute beaucoup, donc effectivement, il y aura un élargissement de la génétique à ce qu'on appelle ce nouveau séquençage. Ça s'appelle séquençage nouvelle génération, justement, à côté de l'étude de ce fameux gène FMR1 qui est connu depuis 25 ans. Donc, ça serait vraiment très, très fort, un signal très, très fort
euh, pour permettre justement la diffusion de cette technique et de ces connaissances. Alors, il faut savoir que cette génétique, en France, on a de la chance, elle est accessible partout. L'étude voyage, hein, donc même si vous habitez dans un endroit où elle n'existe pas, il suffit d'une prescription du médecin de la reproduction, hein, et puis il y a un prélèvement sanguin qui est fait après signature du consentement et l'étude il peut être envoyée n'importe où, à Paris ou ailleurs, donc pour faire cette génétique, l'étude voyage, hein. Mais effectivement, en Europe de l'Est ou dans d'autres pays, effectivement, cette génétique n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de discussions au niveau européen, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, nous, on n'a pas accès. En tout cas, en France, elle est accessible. Elle est accessible et il y a des laboratoires de référence qui ont été ainsi appelés, labellisés, comme on dit, par le ministère en 2019, en 2021, pardon. Et puis, on se labelle de laboratoire de référence, ça veut dire qu'ils sont capables de faire cette génétique, qu'ils sont vraiment des experts, voilà, et qui suivent l'évolution des connaissances pour pouvoir l'adapter au plus près des connaissances médicales et scientifiques. Donc, je pense qu'en France, bien entendu, il faut l'utiliser, il faut suivre le ministère, hein. Donc, on peut pas, et donc, il faut expliquer euh, aux médecins, aux directeurs de l'hôpital, qui souvent disent ça coûte de l'argent. Mais tout coûte de l'argent, hein. Et quand on a une cardiopathie, une maladie cardiaque inexpliquée, sans hésiter, le cardiologue fait de la génétique, personne ne demande combien ça va coûter. C'est le même prix, hein, que ce soit, ce qui compte, c'est le nombre de gènes, hein, donc c'est le même prix. Et par contre, en reproduction, c'est vrai que les gens disent, ah, mais après, ça va servir. Bon, à la même chose que pour les maladies cardiaques, que pour les maladies neuromusculaires. Même s'il n'y a pas de traitement, de toute façon, ça servira vraiment à détecter les anomalies dans la famille, à conseiller, à pouvoir faire une prévention. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, ça va permettre, comme je l'ai dit, d'identifier des nouvelles cibles et des nouveaux traitements. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Bon. Vous savez que nous sommes derrière vous en tous Oui, les cas, nous, on vous apporte notre soutien pour ces points-là et il faut que la France, voilà, qui a une belle proposition dans cette approche génétique, qu'elle puisse soutenir aussi les autres pays et montrer que c'est possible et on pourrait vraiment progresser dans les questions de santé globale oui, de mais la femme, là, si on pense à la femme, et puis en termes de reproduction aussi. oui, oui, moi, je reçois même des prélèvements de l'étranger, hein. Donc, je veux dire, si on peut aider ceux qui ne peuvent pas faire cette génétique, voilà. Alors, on a développé, je sais, l'année dernière, je crois, avec le dispositif deuxièmeavis.fr, la possibilité que les gens qui ont des questions sur la reproduction, sur les problématiques masculines, féminines, et donc on a introduit l'insuffisance ovarienne primitive, que les gens puissent adresser leur dossier pour que vous puissiez apporter une réponse, éclairer un peu les gens, parce que c'est vrai que ça reste flou. Alors vous êtes une experte, vous maîtrisez le sujet, mais les patients, bah, c'est très complexe, hein, réserve ovarienne, IOP, reproduction, santé, enfin voilà. Donc ce dispositif, il est accessible aux personnes qui ont une mutuelle et pour les bénévoles, pour les adhérents de notre association aussi. Donc, vous apportez un regard sur le dossier qui vous est présenté. Ce que je... Voilà. Oui, Et je voudrais juste préciser, donc, ouais, oui, voilà, je voudrais qu'on reprécise les personnes parce que je pense que c'est pas très clair. Je suis arrivée en fin d'un parcours d'AMP, j'ai 40 ans ou 45 ans ou 43 ans. non, non. Je- Enfin, moi, ce que j'ai proposé, c'est vraiment pour les infantilités inexpliquées, mais au-delà, Mhm. c'est-à-dire une femme voilà, est infertile. Alors, l'infertilité générale, hein, une sorte d'insuffisance ovarienne, donc toute l'infertilité se définit par l'Organisation mondiale de la santé comme l'absence de grossesse après un an ou plus, hein, disons un an de rapport non protégé.
d'accord? En sachant que même évidemment, il y a un petit pourcentage de gens tout à fait normaux qui n'ont pas de grossesse. Donc voilà, si les gens sont jeunes, ils peuvent attendre un peu. Ceci dit, pour les femmes qui ont plus de 35 ans, là par contre, il ne faut pas hésiter après 6 mois euh, d'absence de grossesse, de demander au moins un bilan, d'aller voir un spécialiste pour faire un bilan pour s'assurer que tout est normal. Et à ce moment-là, on peut attendre un peu. Et si on détecte quelque chose, à ce moment-là, il faut agir. Donc, 1 an dans la population générale et 6 mois pour les femmes qui ont plus de 35 ans. Merci. Alors, il y a des questions et je vais peut-être commencer par la deuxième question. C'est quelqu'un qui n'a pas bien compris la différence entre l'IOP et la réserve ovarienne basse. Alors, comme son nom l'indique, l'insuffisance ovarienne primitive ou IUP, ça veut dire qu'il y a une insuffisance de fonction ovaire, l'ovaire ne fonctionne plus. Enfin, mais l'ovaire ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'elle ne sécrète plus les hormones estrogène et progestérone qui sont responsables des cycles. Hein. Vous savez que les estrogènes font pousser la muqueuse de l'utérus, hein. La progestérone arrête cette croissance. Et ensuite, s'il n'y a pas de grossesse, voilà, il y a une élimination de cette muqueuse de l'utérus qui crée les règles. Donc, ce qu'on voit quand on dit absence de règles, ça veut dire absence d'hormones. D'accord? Mais absence d'hormones, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qui sécrète ces hormones? C'est les follicules qui sont gros, c'est les gros follicules en croissance, euh, voilà, qui sécrètent ces hormones. Et après le milieu du cycle, il y a une ovulation et ensuite il y a une sécrétion de progestérone. Donc, quand on dit insuffisance ovarienne, là, c'est un terme ancien, ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de sécrétion d'hormones ou la sécrétion est insuffisante et puis ça arrête. Mais ça ne dit rien sur les petites follicules, les tout petites follicules, comme je vous ai dit, de la réserve ovarienne qui fait 1 millième de millimètre, d'accord? Et ce stock de follicules, il est établi une fois pour toutes chez la femme avant la naissance, hein. 7 millions de pellicules sont établies au 7e mois de la grossesse. Et puis ensuite, voilà, à la naissance, il en restera plus que 1 million, mais environ 400 000 à la puberté. C'est-à-dire que le stock diminue quand même à grande vitesse. Mais ça suffit largement pour une fertilité. Et à la ménopause, il y en a plus. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de fonction de ces gros follicules ne veut pas dire qu'il n'y a pas un stock de petits follicules qu'on définit comme la réserve ovarienne, euh, et que ces petits follicules restent, par exemple, coincés à l'intérieur des ovaires parce qu'il y a un problème, effectivement, de croissance folliculaire. Et ces petits follicules, eh bien, si vous voulez, ils sont essentiels parce que chacun contient un ovule, hein, l'ovocyte, qui est la cellule germinale, et c'est ça qui, qui est responsable de la fertilité chez la femme. En fait, le follicule, c'est une grosse boule protectrice qui contient cette cellule germinale et qui va grossir et qui finalement va laisser s'échapper cette cellule germinale au milieu du cycle pour éventuellement pouvoir être fécondée. Donc, s'il y a plein d'ovules ou d'ovocytes dans les ovaires des patients, hein, dans ces petites follicules qu'on appelle primordiaux, eh ben, ça veut dire qu'un jour, peut-être, une fertilité est possible. D'accord? Même s'il n'y a pas de sécrétion hormonale. Donc, c'est essentiel de savoir si cette femme, elle a ses ovules ou pas dans ses ovaires qui sont au repos. On parle de follicules dormants. Et parce que si on pourra éventuellement aller les chercher et faire peut-être une fécondation in vitro, comme on fait chez les hommes, hein. Vous savez très bien que maintenant, l'ICSI, c'est-à-dire l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes se développe, c'est-à-dire que on va chercher même quelques spermatozoïdes dans les testicules des patients, si jamais ils sont en azoospermie, hein, c'est-à-dire qu'on voit aucun spermatozoïde à l'extérieur, ben, on va les chercher à l'intérieur des testicules, même si c'est des formes pas matures, etc. Ce qui fait, c'est de la
Et ensuite, on va injecter ce spermatozoïde, ce précurseur de spermatozoïde dans l'ovocyte et on obtient les grossesses. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher ces ovocytes qui contiennent l'ADN précieux, hein, et également, voilà, et de pouvoir s'en servir tard pour avoir une fertilité. Alors, chez la femme, par contre, l'ADN ne suffira pas. Il faut vraiment qu'il y ait une croissance des follicules et donc il faut mettre au point, c'est plus compliqué, tout cet aspect de croissance qui est plus difficile, qui est plus long. Euh, voilà, mais chez l'animal, on y arrive, donc on espère que chez la femme aussi, on pourra donc, faire un certain nombre d'étapes in vitro et ensuite, une fois que le follicule a commencé à grossir, eh bien, on réimplante les fragments de l'ovaire chez la femme, comme je l'ai dit, on stimule par des hormones et le reste se fait finalement à l'intérieur de l'organisme in vivo. Donc voilà, donc insuffisance ovarienne, il n'y a pas de sécrétion hormonale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réserve. Par contre, absence de réserve ovarienne veut dire que non seulement il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de sécrétion hormonale, mais il n'y a pas ces cellules germinales, ces cellules, ces ovules qui sont indispensables pour la fertilité. Donc, euh, donc voilà. Mais une insuffisance ovarienne, comme je l'ai dit, nous avons montré que dans 60% des cas, on pouvait espérer qu'il y ait donc, la présence de follicules parce que le mécanisme qui est montré du doigt par la génétique n'altère pas du tout cette réserve ovarienne. Vous voyez. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Ah, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il y avait une autre question, je pense, qui était sur la même idée. Que dire du diagnostic d'insuffisance ovarienne pour expliquer des échecs de FIV, mais sans les critères d'IOP que vous avez cités? Je ne sais Oui. pas si vous pouvez répondre à cette question. Alors, l'insuffisance ovarienne primitive, il y a un arrêt de fonction ovarienne. Bon. Alors, quand les gens disent qu'il y a une insuffisance ovarienne comme ça, bon, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut peut-être dire qu'il y a une insuffisance hormonale, je ne sais pas trop. Mais le diagnostic d'insuffisance ovarienne primitive, c'est un arrêt des règles très espacé et donc il y a vraiment des fonctions qui sont très très altérées et on ne peut pas faire de FIV classique. Donc, ces patientes qui sont dans des parcours de FIV, elles ont quand même des follicules, hein, puisque on les stimule pour essayer justement de fonctionner les ovocytes. Donc, par définition, elles ont une croissance ovocytaire. On arrive à fonctionner des ovocytes, sinon on ne pourra pas faire du tout, hein, on est d'accord. Et on leur dit ça, probablement parce qu'il n'y a pas assez de support d'hormones, j'en sais rien, mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, et que, encore une fois, il vaut mieux connaître la cause et savoir de quoi on parle. C'est peut-être pour expliquer des échecs de FIV, justement, nous expliquer, voilà, qu'on donne ça, qu'on donne ce terme. Oui, parce que souvent, ce qui est recherché en FIV, c'est d'obtenir beaucoup de follicules pour avoir sur cette cohorte, souvent c'est entre 10 et 5 follicules, puisque il y a plein de situations où si, quand vous avez moins de 5 follicules, on vous dit on ne fait pas de FIV. Des fois, on oriente vers l'insémination, mais l'objectif intrinsèque de la FIV, c'est une stimulation importante pour une récolte importante, pour Oui, ensuite avoir plus de matériel. Mais c'est un mode de fonctionnement en référence à ce que vous avez décrit avant, c'est-à-dire comment c'est constitué l'AMP en France sur on stimule les femmes beaucoup pour récolter beaucoup et après en essayant de se dire que sur un gros volume de matériel, on aura peut-être un ou deux ovocytes qui sera mature et qui pourra éventuellement donner un embryon. oui. Voilà, l'hypothèse, justement, c'est qu'il n'y a pas assez d'hormones, puisqu'on stimule avec de très fortes quantités d'hormones. Donc, on pourrait utiliser ce terme oui, pour tout le monde. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, effectivement, il faut stimuler pour essayer d'avoir une cohorte importante de follicules, pour pouvoir avoir beaucoup d'ovocytes, parce que le rendement ensuite diminue, le nombre d'embryons, malheureusement, ne sera pas du tout.
au nombre de vos sites voilà, qu'on a récoltés. Hein, donc voilà. Alors là, il y a une personne, je pense, qui montre, enfin, qui montre bien la difficulté qu'on a évoquée, c'est-à-dire pas d'explication des causes. Alors, on ne pourra pas répondre là publiquement au dossier médical qui est évoqué, mais ça montre bien, on n'explique pas très bien, il y a une espèce d'errance diagnostique, et puis au final, on propose aux gens comme solution le don de vos sites. Donc j'espère que ce qu'on a présenté vous a permis de comprendre que les médecins, finalement, la génétique, c'est quelque chose de nouveau, donc ils ne pensent pas à le prescrire. Et si vous voulez avoir un retour sur votre dossier de la part de Miss Lynn Misrahi, je vous invite à passer par deuxièmeavis.fr voilà, sur l'infertilité inexpliquée féminine. En tout cas, c'est vous, Micheline, qui répondez au dossier que les gens qu'on vous propose. Donc voilà, oui, le sentiment d'avoir été très mal accompagné, qu'il n'y a pas de solution en France, et donc au bout d'un moment, on arrive au bout du parcours et on vous dit, bah, on ne peut rien faire, allez voir ailleurs. Donc ça, c'est la réalité, et c'est une réalité qu'on essaye de modifier, qu'on essaye, voilà, avec ce qu'on a expliqué, de obtenir des recommandations nouvelles, obtenir plus de prescriptions vers les plateformes d'analyse génétique. Donc voilà, on a bien sur ce sujet-là, j'espère, expliqué que il y a des choses qui sont possibles, mais que pour l'instant, il y a une forme de latence en France sur cet aspect-là. Oui. Alors, D'ailleurs, il y a... ce que je voudrais dire, si vous permettez, c'est qu'il y a un plan fertilité qui avait été lancé par Olivier Véran quand il était ministre de la Santé, qui était vraiment centré sur l'identification des causes, en particulier les causes génétiques et environnementales. Bon, les causes environnementales, pour l'instant, c'est vraiment à l'étude, hein, on ne peut pas dire elles sont seules responsables, c'est dans très rare cas, mais vraiment l'infertilité. Je parle chez la femme. Donc, et je dois dire que personnellement, je suis assez déçue. En même temps, contente et déçue. Je vais vous expliquer les deux aspects de l'aboutissement de ce plan. Contente parce qu'il y aura un appel d'offres donc pour la recherche qui va être développée. Hein, et c'est grâce au professeur Samir Hamama, donc le responsable de ce plan. Et ça, c'est très, très bien. Donc, il y aura de l'argent spécifique fléché pour la production qui va être donné en sachant que jusque-là, c'était très, très difficile hein, d'avoir de l'argent sur ces thématiques de production par Mm, rapport à d'autres thématiques qui étaient préférentielles du point. Donc, ça, c'est parfait, c'est très bien. Mais je suis très déçue parce que tout l'aspect prise en charge maintenant de tous les progrès actuels dans le domaine du diagnostic, je n'ai rien vu d'annoncé. Hein. Par exemple, l'obtention de séquenceurs à haut débit pour pouvoir faire des séquençages très importants, rapides, etc. etc. Donc, il y a rien à ce niveau-là. La formation justement des praticiens qui est tellement importante. Euh, donc, ça se discute. Donc, j'espère que ça va se développer et qu'il y aura des modules de formation spécifiques. Mais voilà, il n'y a pas que la recherche. La recherche voudrait dire qu'il n'y a rien aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Et il faut donc savoir qu'il y a de nouvelles méthodes diagnostiques, il faut pouvoir accompagner les patients, faire des conseils génétiques, il faut pouvoir former les praticiens, et c'est une urgence. Hein. Moi, je dirais quand même que le diagnostic des infertilités, on l'enseigne en gros comme on l'enseignait il y a 20 ans. Hein. Bon, il y a des progrès qui sont faits dans certains domaines, mais en ce qui concerne les causes d'infertilité, je veux dire, hein, il y a pas grand-chose de nouveau qui est fait. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte, arrêter de dire que un diagnostic génétique, c'est de la recherche. Non, c'est pas de la recherche.
Ça se fait donc évidemment en milieu spécialisé, hein, dans des laboratoires spécialisés, comme j'ai dit, des références, mais c'est du diagnostic de routine. Hein, donc c'est fait en routine et ça doit être fait une fois qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. De la même façon, d'ailleurs, qu'on fait l'étude de ce fameux gène FMRA qu'il faut continuer à faire, bien entendu, hein, et qui est responsable donc, de 3 à 5% des infertilités. Donc, le gène FMRA plus le séquençage de nouvelle génération, on arrive à 35%. C'est-à-dire une patiente sur trois va avoir un diagnostic. C'est quand même énorme hein, par rapport à la situation d'il y a 5 ans. Hein, où on était en génétique génique. Hein. Je ne parle pas des anomalies chromosomiques euh, qui sont à part, type syndrome de Turner, etc. Mais je parle des anomalies des gènes, des causes géniques. Donc là, il y a eu un bond, hein, littéralement, donc, dans l'étude génétique. Donc j'espère que après, donc, cet argent donc, pour la recherche qui est très très important, hein, donc, là, je remercie le ministère, c'est essentiel, et qu'il y aura aussi d'autres moyens qui vont être donnés pour la routine et pour eux. Alors, il y a encore trois questions. Alors, vous n'êtes pas généticienne, hein, voilà, vous êtes biochimiste et biologiste moléculaire. Alors après, ça c'est encore des nuances qu'on pourra expliquer. Mais existe-t-il un moyen d'augmenter son AMH? Quels examens prescrire pour une femme de 40 ans qui a un taux d'AMH bas pour comprendre la cause et la traiter? Le médecin de mon centre m'a juste prescrit le gène X fragile dont vous avez parlé et un karyotype. Est-ce que c'est suffisant? Alors, bon, je peux pas répondre comme Virginie l'a dit à des points particuliers. Hein. Là, c'est pas possible de répondre comme ça. Hein. Il faut... Il faut plus de détails. Alors, je suis pas généticienne. Hein. Les généticiens, c'est une spécialité à part. On peut dire que je suis généticienne moléculaire ou biologiste moléculaire. Donc, j'ai en charge effectivement de diagnostic sur le plan moléculaire. Euh, sinon, pourquoi la MH, je sais pas, etc. Moi, je peux pas répondre là. Il faut vraiment regarder tout le bilan. Et donc, c'est très difficile de répondre comme ça. Je pense que cette interview elle est pas faite pour ça. Mais par contre, voilà, il faut que votre praticien vous explique l'ensemble des explorations, quelles sont les causes que vous demandez, euh, et puis quelles sont les causes qu'il a éliminées, quelles sont les causes vers lesquelles il va, etc. Et qu'il puisse faire toutes les explorations nécessaires. Alors, c'est vrai aussi que, voilà, comme je l'ai dit, l'âge de la ménopause est très variable, hein, et c'est remarquable. Donc, on dit que la ménopause normale va de 46 à 59, même 60 ans, hein, 59. Donc, il y a une variabilité qui est énorme. Et ça veut dire que l'épuisement du capital folliculaire de la réserve aussi varie de façon très, très importante. Hein. L'infertilité, on considère que ça arrive une dizaine d'années avant la ménopause. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont être infertiles à 36 ans, hein, et d'autres, par contre, qui sont infertiles à 49 ou à 50 ans. Hein. Hmm. Voilà, des grossesses, voilà, grossesses, investissement, et donc voilà, donc il y a effectivement des situations qui sont extrêmement différentes. Hein. Il y a des écarts qui sont très importants dans la diminution physiologique de la réserve ovarien. Et là encore, il y a un élément génétique très important. Et on sait par exemple qu'il y a jusqu'à 80%, 82% de concordance dans les études entre l'âge de la ménopause de la mère et l'âge de la ménopause de la fille. Donc, moi, je dis que c'est quand même important. Euh, et je dirais que c'est le meilleur critère à l'heure actuelle. Il n'y a aucun critère qui permet de connaître l'âge de la ménopause. Eh bien, celui-là, c'en est un. Hein. Donc, voilà, il faut savoir si dans la famille, il y a eu des ménopauses plutôt précoces et plutôt tardives. Mais ensuite, effectivement, il y a tout un bilan à faire. Hein, parce qu'il y a des causes qui expliquent la diminution de réserve ovarienne, ça c'est clair. Hein.
Et donc, moi, je ne peux pas savoir si toutes ces causes ont été éliminées. Donc, ça, il faut demander au praticien quelles sont ces causes, comment il les a éliminées, quels sont les examens qui ont été faits, qu'est-ce qu'on... voilà. Mais voilà, effectivement, on peut également demander éventuellement si tout est normal, voilà, également un bilan génétique. Mais ça se fait graduellement et justement en coopération avec le praticien pour comprendre un petit peu quelles sont les causes qu'il explore et quelles sont les causes qu'il a éliminées. Alors, il y a une question. Peut-on demander un bilan génétique plus global hein, que la seule exploration de la mutation du gène FMR1? Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du... Moi, j'irai plus loin. Je dirais qu'à partir du moment où on vous fait une prise de sang pour le gène FMR1, il n'y a aucune raison de faire ce gène et pas les autres. Il a été identifié il y a 25 ans. Vous imaginez, donc soit on fait rien, soit on fait l'ensemble du gène. Donc il faut à ce moment-là faire l'étude globale. Il y a aucune, sauf si vous avez des retards mentaux dans la famille, mais je veux bien. Parce que là, on se dit vraiment, ça ressemble à une situation X fragile, etc. Sauf s'il y a un antécédent de syndrome de X fragile dans la famille. Donc, il y a des situations précises où on fera uniquement oxygène FMI. Mais si on vous dit, on ne connaît pas la cause, on va étudier ce gène pour voir si c'est celui-là, mais il n'y a aucune raison. Il est responsable de 3 à 5% des TP. Donc, c'est pas la peine de vous couper de fois. Il faut faire une prise de sang et envoyer pour l'étude à la fois du gène FMR1 et du séquençage qu'on appelle NGS nouvelle génération, où on étudiera tous les autres gènes qui ont été identifiés depuis 25 ans, et en particulier les 5 dernières années. On ne peut pas rester à un diagnostic d'il y a 25 ans, c'est pas possible. Il y a 25 ans, moi, au diplôme d'université, quand on parle d'infertilité, je dis aux étudiants, bon, qu'est-ce qu'on faisait comme génétique il y a 25 ans? Tout le monde me dit, on fait le karyotype et on faisait le syndrome de X-Ray. Bon, et qu'est-ce qu'on fait actuellement? Tout le monde me dit, on fait le karyotype, c'est-à-dire l'examen des chromosomes. C'est la première chose à faire d'ailleurs. Il faut s'assurer qu'on a bien un karyotype XX normal. Sinon, s'il manque un chromosome X, etc., tout ça, bon, bah, ça explique une partie. Et si le karyotype est normal, ben, il n'y a aucune raison de faire le gène FMR1 et de ne pas faire les autres, hein. Ça veut dire qu'on reste à un diagnostic d'il y a 25 ans. Alors, c'est passionnant. Merci beaucoup. Comment favoriser les échanges interprofessionnels entre les différentes spécialités? Alors, là, comment favoriser les échanges? Alors, il y a ce qu'on appelle des RCP, c'est des réunions de concertation pluridisciplinaires euh, qui se mettent en place, et ça, c'est très important, qui réunissent justement différents spécialistes. Donc, il faut qu'il y ait ce type de réunion euh, au niveau des différents centres, hein, et ça, c'est important. On discute les dossiers. Donc, le médecin de la reproduction va présenter le dossier. Ensuite, s'il y a des pathologies associées, neurologiques, cardiaques, etc., il y aura un spécialiste, d'accord? Il y aura le biologiste moléculaire qui a fait des études de ce qu'on appelle le panel de séquençage de nouvelle génération et l'étude, voilà, bien de son membrane, voilà. Et puis, voilà, toutes les spécialités concernées. Si c'est un gène qui intervient aussi dans la formation de tumeurs, hein, parce que j'ai dit que parfois il y avait un lien entre infertilité et tumeur cancer, il faut qu'il y ait un oncogénéticien. Donc, ces réunions, c'est au sein de ces réunions qu'il pourra y avoir, donc, euh, si vous voulez, un transfert d'informations et une prise en charge de la santé globale de la femme et ensuite, donc, effectivement, un suivi. Éventuellement, on va demander des examens complémentaires. On va demander une étude familiale. Enfin, si la famille accepte, hein, mais, comme je vous l'ai dit, toute la génétique se fait par consentement, information et consentement éclairé. Ça, c'est indispensable. Donc, on ne fera rien. On ne peut pas faire des choses sans demander aux gens s'ils sont d'accord.
Donc voilà, donc il faut que ces réunions se développent. Et ces réunions peuvent se faire éventuellement avant, s'il y a une situation un peu compliquée, ou elles se font une fois le diagnostic moléculaire établi. À ce moment-là, s'il est positif, il faut qu'il y ait un médecin généticien qui soit là aussi pour pouvoir faire ce qu'on appelle justement un conseil génétique, rendre le résultat et conseiller ensuite pour la prise en charge. Voilà, c'est très important. Alors, je pense les patients qui nous écoutent sont convaincus. Là, il y a quelqu'un qui demande qui peut faire ces explorations globales génétiques, des laboratoires spécialisés ou des services de génétique spécialisés. Oui. Alors, bon, comme je l'ai dit, il y a des laboratoires de référence. Il suffit de mettre laboratoire de référence dans Google et on a la liste sur le site du ministère. Mais les médecins de la reproduction les connaissent. Alors, il faut savoir que l'infertilité, aussi sur le plan clinique d'abord, donc est suivie dans ce qu'on appelle des centres de référence, parce que toutes les maladies génétiques sont suivies en France. Les maladies génétiques, en principe, sont rares, mais le dirais qu'IOP, c'est pas rare. Normalement, c'est, comme je vous ai dit, presque 4%. Ce qui est rare, c'est l'IOP de cause génétique. Et encore, on s'aperçoit de plus en plus que c'est pas si rare que ça. Parce que quand on interroge les patients, il y a des études qui ont montré qu'on avait entre 5 à 30% de cas justement familiaux où il y a un antécédent, soit la mère a fait une insuffisance ovarienne secondaire, évidemment, soit des sœurs, etc. Donc, en tout cas, toutes ces maladies sont suivies dans des centres de référence clinique, hein. Euh, et ces centres de référence clinique sont liés ensuite à des laboratoires de référence. Donc en France, il y a un maillage, une organisation qui est très bien faite, qui est très supérieure à celle qui existe dans de très nombreux pays européens, hein, très en avance, la France est très en avance là-dessus. Donc voilà, donc les centres de référence sont accessibles effectivement sur Internet. Il y a un maillage de services qui sont affiliés à ces centres de référence qui recouvrent toute la France. Donc, même si vous êtes n'importe où en France, il doit y avoir ce qu'on appelle un centre de compétences, hein, qui est à côté, et qui est capable de prendre en charge votre affection. Et puis, donc, ils savent où il faut envoyer les prélèvements génétiques. Ça, je crois que c'est sûr. Hein, c'est pas le problème de le savoir. Le problème, c'est de faire la prescription et d'y croire. Je crois que c'est Oui, plus. et toutes ces infos sont sur le site de France Médecine Génomique. Voilà. Mm. Et, mais dans un premier temps, disons que voilà, la génétique se fait en deux temps. Dans un premier temps, on va pas aller au plan transcriptionniste, on utilise ce panel de 100 gènes environ qui est connu pour être responsable d'insuffisance ovarienne. Il y a des gènes aussi pour les fausses couches spontanées répétées, il y a des gènes aussi pour les anomalies de maturation embryonnaire. Donc, maintenant, il y a des gènes qui sont connus pour d'autres infertilités. Donc, c'est pour ça qu'on fait d'abord cette analyse. Et s'il est négatif, ça veut dire qu'il y a un nouveau gène qu'on ne connaît pas, etc., qui est identifié. À ce moment-là, on peut envoyer le prélèvement sur une des plateformes du plan transcription génomique, voilà, pour rechercher un nouveau gène. Et l'intérêt aussi, c'est que comme de nouveaux gènes sont identifiés chaque année, eh bien, ils peuvent, avec ce type de plateforme, parce qu'ils font, eux, le séquençage de tout le génome, mais pas seulement de son gène, eh bien, ils peuvent revenir régulièrement sur leur analyse pour voir justement s'il n'y avait pas une anomalie d'un gène qu'on ne connaissait pas à l'époque et qui a été identifié depuis. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a un suivi, hein, étant donné qu'il y a un séquençage de l'ensemble du génome sur la plateforme, on peut actualiser les diagnostics régulièrement. Et ce qu'on peut repréciser, je pense, c'est que cette première étape, la demande d'un panel sur les 100 gènes, tous les médecins peuvent le prescrire. Oui, c'est comme Et le gène éphéméral, hein. voilà, c'est ça. Un peut prescrire,
il met panel, il met étude du gène éphémérin et panel NGS, ça veut dire séquençage nouvelle génération pour l'insuffisance ovarienne, tous les médecins peuvent le prescrire, de même qu'ils prescrivent. Alors ça, c'est si le karyotype est normal, hein. J'insiste, la première chose, c'est d'avoir quand même un cocktail chromosomique normal. Et par contre, s'il y a une anomalie, là, il faut un conseil génétique pour rendre le résultat, hein, vous le savez, enfin, les médecins le savent, hein, quand Mm. c'est petit pour le gène éphémérin, donc rarement, hein, 95% à 97% de négatifs, hein, quand même. Mais en fait, ça arrive que ça soit positif. Donc, quand c'est positif, ils savent très bien que c'est un généticien, parce que le généticien va expliquer que c'est la cause de l'infertilité, bien sûr, mais qu'il peut y avoir des retards matures dans la famille. Il va faire une enquête familiale, il va faire un arbre généalogique complet, il va interroger sur les autres pathologies familiales, etc. Il va savoir qui il faut tester dans la famille. Donc tout ça, ça nécessite quand même une compétence. Il y a des conseillers en génétique aussi pour faire ça. Donc ça, c'est pas le médecin de la reproduction. Mais tout le monde peut prescrire, d'accord? Ensuite, le résultat, s'il est négatif, est rendu par le médecin de l'art positif, et s'il est positif, il est rendu dans le cadre d'un conseil génétique. Mais effectivement, tous les médecins de l'art positif peuvent prescrire. Par contre, pour l'étude du génome complet, non, il faut que ce soit un médecin généticien qui prescrive dans le cadre justement de ces fameuses RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire dont je viens de parler, qui sont mises en place justement par le centre de référence. Donc là, il y a une organisation un peu particulière parce que quand même, on va séquencer tout le génome et donc c'est un petit peu plus compliqué quand même. Alors, il y a plein de questions. Il y en a une, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais est-ce que certains aliments permettent d'augmenter l'AMH, de l'améliorer? Je ne sais pas si vous avez cette réponse-là. Comme ça n'a rien à voir avec la génétique, je ne répondrai pas, mais ça m'étonnerait fortement. Ouais. Sinon, L'AMH, voilà, il faut savoir que c'est, comme j'ai dit, l'AMH, c'est une hormone qui est sécrétée par les follicules en croissance. hmm. D'accord. Et donc, il y avait une alimentation qui permettait d'augmenter les follicules en croissance, donc ça, donc ça m'étonne. Alors, encore une autre, juste pareil. La FIV a-t-elle réellement plus de succès que l'insémination? Alors moi, je dirais que les FIV et les inséminations ont des indications précises qui sont différentes. L'objectif, si vous regardez les taux de résultats globaux au niveau de la France, le taux d'accouchement suite à des inséminations tourne autour de 10%. Ça, ce sont les derniers chiffres présentés par l'Agence de la biomédecine. Et les FIV classiques et FIV ICSI tournent, elles, autour de 19% de taux d'accouchement, enfin, de taux de, oui, d'accouchement et de naissance. Mais vraiment, les indications sont différentes. Et voilà, je ne pense pas qu'on puisse les comparer réellement en termes de succès. Mais les résultats sont ceux que je viens de vous indiquer, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Agence de la biomédecine. Alors après, une question sur la stimulation ovarienne aide à produire des ovocytes de bonne qualité. Alors je dirais pas qu'on produit des ovocytes de bonne qualité, mais plutôt on cherche à produire beaucoup d'ovocytes et qu'ensuite on évalue la qualité un peu au moment de la mise en fécondation. Voilà, que la stimulation hormonale, son rôle, c'est pas ça. C'est pas de produire de la bonne qualité ovocytaire, produire beaucoup. Et ce qui est déterminant aussi pour la qualité des citoyens, c'est quand même l'âge. Mais encore Mm. une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une variabilité énorme. Et donc, une femme peut être complètement différente d'une autre, hein. Donc, Mhm. j'ai le dossier d'une femme qui avait 40 ans et qui avait une métier d'allumage très élevé, hein. Donc, encore une fois, il ne faut pas dire ah ben c'est important, voilà, non. Ça dépend. C'est vrai qu'il faut faire un bilan complet avant de pouvoir répondre. Voilà, et la qualité des ovocytes, elle s'évalue vraiment sur enfin, une fois que les biologistes les ont sortis de notre corps et qui les observent
Il y a plein de critères différents. Je vous invite à regarder d'autres conférences qu'on a pu faire sur ce thème-là ou d'autres présentations faites par des médecins sur ce thème-là. Oui, l'AMH ne va pas. L'AMH est sécrétée par des cellules qu'on appelle de la granulosa qui sont autour des leucocytes, hein. Donc l'AMH est un reflet de la quantité, si vous voulez, un reflet indirect de la réserve ovarienne. Mais c'est quantitatif, mais ça ne va pas être qualitatif. Voilà, donc effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Toute la présentation sera disponible en replay le plus tôt possible. Donc pour les personnes qui voudraient réécouter, revoir, voilà, revoir l'ensemble de la présentation, ça sera bientôt disponible pour tout le monde. Je rappelle aussi que vous avez écrit des articles qui sont disponibles sur ce sujet-là. Euh, voilà, je vous remercie beaucoup. Oui, Et, notamment, il y avait un article du Point enfin, que j'avais écrit, donc je vous retrouve. Je peux le retrouver. Je crois qu'il est accessible entièrement, donc, sur effectivement les causes des infertilités, mm, Internet. merci aux personnes qui ont assisté à cette petite conférence sur l'insuffisance ovarienne et la génétique. Et je vous dis à un prochain rendez-vous pour aborder d'autres sujets. Bonne journée. Ah, merci Virginie pour tout ça, hein, pour tout ce que vous faites, ces énormes efforts. Je crois que c'est très important. Les associations de patients, c'est quelque chose c'est un soutien énorme et en même temps, voilà, vous suivez effectivement de très près tous les progrès pour les femmes. Mm. Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.